Ce film, il y a quelque chose de très théâtral. Ça devient pas un film de personnages, mais un film de situation. Et donc les personnages, moi, je n'arrive pas à m'y intéresser. Un simple accident, c'est le nouveau film de Jafar Panahi qui a remporté la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est un des premiers films de Panahi depuis longtemps, si je ne me trompe pas, dans lequel lui n'apparaît pas. Donc le film est un film de fiction qui tourne autour d'un fameux accident qui va réunir, un coup du hasard, qui va réunir un ancien tortionnaire employé du régime et l'une de ses victimes, un prisonnier politique qui a été torturé en prison et qui maintenant est sorti et donc tombe par hasard sur son ravisseur. En tout cas, il croit que c'est ce ravisseur. Et voilà, s'ensuit un périple dans les rues de Téhéran et alentours, dans lequel notre personnage principal, qui s'appelle Vahid, va mettre la main sur ce supposé tortionnaire et se poser la question, Eqbal exactement, et se poser la question, est-ce que c'est lui ou pas ? Et si c'est oui, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est vraiment Eqbal ? Est-ce que c'est vraiment Eqbal ou pas ? Chloé, j'ai envie de te passer la main tout de suite. Comment tu décrirais ce film de Panahi un peu dans les grandes lignes ? Quel est le ton en fait de ce film ? Eh bien, ça tombe bien que tu me demandes ça. J'allais justement te dire quel était le ton de ce film. C'est ça. Ce film, il y a quelque chose de très théâtral. On est un peu sur de l'absurde. Il cite En attendant Godot, il y a des liens avec le théâtre de Beckett. Et l'absurde, c'est très bien pour dénoncer le totalitarisme. Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas un choix complètement nouveau. Oui, bien sûr. Ouais. Le problème, c'est que là, je trouve que ça fonctionne assez mal avec l'intrigue, notamment parce que c'est un film qui devrait être un film de personnages. Vous le disiez, c'est des personnages, on apprend à les connaître au fur et à mesure, enfin en tout cas on est censé, il doit nous révéler leur histoire, apprendre un petit peu sur leur passé, vu que ce sont des personnes qui ont fait de la prison, qui ont toutes été victimes de ce même bourreau. On s'attend à une sorte de révélation qui va se dessiner en filigrane pendant que le film avance, et ce côté mystère, je trouve, est contrecarré par l'absurde. Parce que l'absurde, pour moi, c'est quand tu vas au-delà du mystère. Et donc, je trouve qu'en fait, il se préoccupe pas du tout de ces personnages, ou du moins pas assez. Ça devient pas un film de personnages, mais un film de situation. Où en fait, c'est ça qui lui importe. Et donc, les personnages, moi, je n'arrive pas à m'y intéresser. J'en garde rien. Je trouve qu'ils sont tous... ça devient des archétypes de l'opinion qui vont énoncer au sein du groupe. Et je n'arrive pas ni à m'identifier à une, ni à m'y intéresser. Évidemment, j'ai de l'empathie pour eux parce que c'est complètement atroce ce qu'on me raconte, mais j'ai l'impression qu'on doit quand même me la tirer et que c'est pas du tout... sa tonalité absurde fonctionne pas vraiment avec l'enjeu dont Panahi a envie de parler finalement. C'est ce qui est vrai, je suis assez d'accord avec tout, mais en tout cas, ce qui est de l'ordre de la description du film, c'est qu'effectivement, c'est un film qui est composé de beaucoup de situations qui vont un peu s'inscrire dans la durée. Ouais. On a un peu ce dispositif quasiment théâtral où parfois vraiment la caméra se tient un petit peu en retrait et on voit les différents acteurs traverser un peu le cadre de part en part, la situation évoluer jusqu'à un peu un point de rupture. Ce que je trouve assez intéressant, on pourrait dire, un petit peu à l'échelle du film, c'est notamment un truc qui le relie assez directement aux autres films de Panahi que j'ai pas vu, donc je ne prétends pas bien connaître, mais qui se joue autour un peu de cet espace de la voiture, en fait. Oui. Puisque Panahi a beaucoup fait des films autour de la question de la voiture. Et d'ailleurs, on sait que Panahi s'inspire de Kiarostami, qui a aussi beaucoup fait des films sur ce modèle-là. Encore sur Fast and Furious, d'ailleurs. C'est ça, bien sûr, il va faire le 11, là. Et il va succéder à Louis Leterrier pour faire le 11. Et cet espace de la voiture, évidemment, il raconte aussi les conditions de tournage du film, puisque Un simple accident a été tourné sans l'accord du régime iranien. Panahi a été persécuté, emprisonné même par le régime par le passé. Et donc là, on sait que il tourne sans autorisation. Et donc la voiture est aussi, a priori, on pourrait dire, un moyen de capter du réel tout en confinant le tournage. Voilà. Maintenant, ce que je trouve assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, le découpage du film, vraiment la mise en scène, je trouve réplique ou tisse une correspondance avec cette idée un peu de l'espace clos, quoi. Oui, puisqu'on a beaucoup de plans assez longs qui, comme tu l'as dit, vont délimiter un petit peu un espace à la manière d'une scène de théâtre. Ce qui fait que très vite le film va rentrer un petit peu du côté de dans le chat on dit la parabole, ça me semble assez juste, où cet espace de la voiture qui est un moyen de tourner à l'abri du régime se réplique
à l'intérieur du film et de son système esthétique par ces cadres un petit peu fermés dans lesquels les personnages vont être libres de débattre de choses qui seraient condamnables puisque ce sont le personnage principal va rencontrer tout un tas d'autres ex-détenus. Et donc il y a cette idée que le film va se placer comme ça dans un espace un petit peu hors de la réalité concrète du territoire iranien, mais dans lequel on peut débattre, on peut se poser des questions, une espèce un peu de bulle comme ça. Ce qui me semble être à la fois sa partie un peu la plus intéressante, c'est-à-dire finalement construire par les moyens du film et en s'accordant de manière un peu maligne à ses conditions de production un espace dans lequel vraiment étayer un propos sur la société, créer un peu un lieu de débat en fait à l'échelle du film. Et en même temps, ça me semble être aussi un peu sa limite, parce que, comme tu l'as dit, finalement, cette promesse un peu de la voiture comme lieu transitoire entre l'extérieur et le dedans, finalement, on sent que le film bascule clairement d'un côté plus que de l'autre. Et en fait, c'est un film qui est parabolique, qui est un peu métaphorique, entre guillemets, sur l'état du pays, mais pays dont on voit finalement assez peu de choses, en fait. À vous. Ce n'est pas qu'un simple accident soit loin d'être bon, c'est qu'il est proche d'être mauvais. Non, blague à part, même si plus ou moins mon ressenti dessus. Ouais. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, en fait, c'est un film qui me chagrine beaucoup parce que, en fait, le début du film a quelque chose d'une petite promesse qui est assez titillante, je trouve, d'entrée de jeu. C'est-à-dire, du coup, on commence dans cette espèce de voiture sans savoir qui sont les personnages. On est un peu perdu, on comprend pas trop ce qui se passe. Le père qui a l'air, on comprend que c'est une famille du coup avec le père, la mère et l'enfant derrière. Et il y a un truc qui est d'ailleurs très très étonnant avec cette espèce de gamine qui est à l'arrière d'une voiture en mouvement détaché, qui danse, qui fait n'importe quoi, et le père qui a une espèce d'incarnation de rigueur pure et complètement solide. Et il y a cette espèce et déjà il y a un truc avec le son, avec l'accident qui a lieu, et on reste beaucoup dans une espèce de mystère dont tu parlais Chloé, et qui je trouve est un peu la base du film, qui moi en tout cas me saisissait beaucoup. Puis il y a cette première interaction où sans qu'on connaisse Vaïd et les enjeux, il y a ce truc du son, de la prothèse de hanche qu'on va entendre, et là en fait encore une fois on ne sait rien de ce qui se passe, on comprend pas trop, mais on comprend que il y a quelque chose qui se passe mais qui n'est pas vraiment résolu et qui va être complexe à dénouer, et du coup ça nous place dans une forme de thriller à la limite d'un thriller Hitchcockien. Il y a un truc de MacGuffin, cette prothèse qui fait un bruit bizarre, et un truc un peu fantastique d'un coup qui hante l'esprit, et de menace qui va d'ailleurs revenir sans spoiler, mais à la toute fin du film. Et d'ailleurs, je trouve un peu trop tard, du coup, finalement, parce qu'entre-temps, il s'est passé ce dont vous avez parlé, qui est cette espèce d'élan théâtral. Et voilà, ce qui fait que, une fois qu'on a passé cette introduction, ces 15 premières minutes qui, du coup, amorcent cette idée-là, le film décide de complètement partir sur autre chose, et de céder, en fait, plutôt que d'être dans l'espèce de dialectique entre, justement, son sujet et la forme, et c'est d'avoir une sorte de jeu ludique, finalement, avec ce potentiel corporel, parce qu'au-delà de la prothèse de hanche de l'antagoniste, qui d'ailleurs a aussi des cicatrices à l'autre jambe, il y a ce personnage principal qui a le dos en vrac, qui a les reins usés, qui n'arrive pas à marcher. Donc en fait, on sent qu'il y a un potentiel à l'écran sur justement la réalité, en fait. Ce que vous dites, on sent pas assez le réel, je trouve que déjà ça passe par les corps qui au début sont vendus comme tels, et finalement, le film oublie ça pour foncer dans la démonstration de propos, qui passe du coup par le théâtre de l'absurde, qui en soi n'est pas une mauvaise idée, je suis d'accord avec toi Chloé. Oui, il y a quelques moments assez drôles d'ailleurs dans le film. Oui, bien sûr. La scène, mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que les 3 moments les plus drôles sont d'ailleurs les moments où il y a presque une sorte cette espèce de côté théâtral abstrait de tout le reste, et parasité par quelque chose. Je pense à la scène du parking, où d'un coup on revient à la réalité parce que brutalement on se rappelle qu'il y a d'autres gens dans le film que ces 5 personnages-là, en fait. Ça, et deux agents de sécurité leur demandent de l'argent pour être ici. C'est une scène qui est assez drôle et qui marche bien, et tout comme l'autre scène, mais d'ailleurs qu'on voit dans la bande-annonce aussi, qui est, je trouve, une des mais qui paraît qu'elle est très courte, mais que je trouve. D'un coup, je me suis rappelé que, en fait, le film se passe dans cette espèce d'urgence, de nécessité, d'élan-là. C'est quand ils doivent pousser la voiture au milieu de la route et que, de fait, ils sont au milieu du trafic, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il y a des gens autour, le tournage est vraiment en train de prendre place dans la vie. Oui, et on devine que ça peut être une prise de vue, pas documentaire, mais où les passants qui viennent aider sont de vrais passants. D'un coup, il se passe quelque chose de l'ordre du... en fait, voilà, cette réalité, elle est matérielle, elle est concrète, et elle passe par aussi, encore une fois, un mouvement des corps. Faut pousser une voiture qui est, du coup... On en revient presque à une nouvelle vague avec le triporteur, en fait, à ce moment-là. Non, mais c'est globalement la même idée, en fait, de mise en scène. Sauf que là où Godard lui embrasse cette espèce de ludisme qui essaie d'apporter quelque chose, c'est-à-dire que c'est un film sur une révolution, dans le sens de Godard, là, Panahi, lui, décide de se mettre en retrait d'un coup et de dire non, mais en fait, oui, il y a ce potentiel-là, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment vous dire quelque chose. Et du coup, ce qui fait qu'on a une sorte d'enchaînement de scènes, j'aime pas dire ce mot verbeux, mais un peu quand même, je trouve, dans le film, complètement, qui, pour le coup,
c'est théâtral, mais ça devient même plus du si bon cinéma théâtral, dans le sens où c'est une sorte d'enchaînement de tirades à propos, on va pas se mentir, un peu attendu, quand même, sur la complexité, sur on se venge pas, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. En fait, on avait déjà en tête, dès qu'on a le début des prémices de cette situation-là, on sent que ça va arriver là, et en fait, le film ne fait que ça, et dérouler son programme, qui finalement, tu parlais de mise en scène, est une bonne idée de base, mais finalement, va que se mettre au tempo de ce programme-là, et jamais vraiment bifurqué, à l'exception de 2-3 écarts de route, et de cette toute fin, qui d'un coup revient cette espèce d'essence de cinéma un peu autre, où oui, le son reprend une place prépondérante, l'image décide d'être beaucoup plus sombre, beaucoup plus traversée par une forme d'ambivalence, avec ce dos tourné à la caméra, l'obscurité en face. Enfin, voilà, je trouve que le film pas se perd, mais en fait, voilà, Pas naïf est une sorte d'entre-deux dont tu parlais, Chloé, à la base, et je trouve que, en fait, il se plante un peu, quoi. Ouais, mais je trouve que même cette scène de fin, moi, répond au programme que le film a un peu déroulé tout du long. La mise en scène est hyper impressionnante, c'est-à-dire il sait où il faut qu'on regarde, il guide notre regard. Le hors-champ, c'est hyper intéressant aussi, le son en hors-champ. Le problème, c'est qu'il l'utilise effectivement pour raconter quelque chose, ou bien pour ménager parfois une forme de pseudo-suspense, mais en fait, il n'y a jamais d'imprévu dans ce film. Exactement. C'est un film sur un accident, et on sent que rien n'est accidentel, en fait. Tout est figé, c'est des très beaux plans fixes, Panaï, mais là, pour raconter ça, je trouve qu'il n'y a pas... Moi, je la sens pas, l'urgence. Je sens le potentiel comique, je sens pas d'urgence, je sens pas le drame, je sens pas l'intensité, je sens pas le tragique. En fait, je trouve ça trop sage. L'écriture, pareil que toi, je trouve que le film pose beaucoup de questions, elles sont pas toutes pertinentes, et la question qui est au cœur du film, à savoir est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence, elle est quand même assez surannée. Et c'est dommage parce qu'il y a une question que je trouve hyper intéressante, c'est l'idée de victime en collectif. Quand on a vécu une expérience aussi traumatisante, est-ce que ça crée du lien, ou est-ce qu'au contraire, le propre d'une victime, c'est d'être isolé ? Et ça, je trouve ça intéressant. Quand on a fait de la prison ensemble, qu'est-ce qu'on devient ? Est-ce qu'on doit se soutenir ? Est-ce qu'au contraire, c'est bien de se détacher pour survivre ? Ça, je trouve ça hyper intéressant. Le film va l'esquisser un petit peu et puis le laisser complètement tomber au profit de questions beaucoup moins intéressantes. Et puis, en fait, il n'utilise jamais le groupe comme groupe, quoi. En fait, c'est pas un groupe qui agit. Le groupe sert simplement à réunir des opinions variées, comme une troupe de théâtre, quoi. Chaque acteur a son moment. Ouais. Tu parlais des moments verbeux. Il y a un truc vraiment où chacun parle à son tour, c'est très sage, il se coupe jamais la parole. En fait, on sent jamais de confrontation, je trouve. Puis c'est très archétypal aussi. Enfin, les personnages, le problème, ce que je disais un peu, c'est il y a vraiment. Enfin, je vais être encore plus caricatural peut-être en le disant comme ça, mais il y a du coup ce personnage principal là qui sert un peu, on va dire, de relais avec le spectateur et qui va un peu faire le lien. Mais les autres, c'est celle qui est plutôt raisonnée, donc la femme photographe qui a un peu une sorte de voix de la sagesse entre guillemets. T'as la femme qui est traumatisée, celle qui va se marier, mais qui est vraiment, on sent qu'elle vit ça encore à chaud et il y a une forme de traumatisme ancré en elle. Et il y a le colérique qui lui pour le coup est dans une espèce d'énervement, de rage constant et au point où lui pour le coup je trouve vraiment il dessert complètement même le film. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc aussi où le côté chacun prend la parole les uns après les autres finit par lui en faire un truc assez agaçant. Et à côté il y a celui qui n'a rien vécu mais qui donne son avis sur tout, qui pour le coup d'ailleurs pourrait être un personnage plus intéressant. Enfin, en soi il pourrait parasiter justement et être la dose d'imprévu en essayant d'un peu, mais finalement pas tant que ça. Et du coup voilà, c'est ce que tu disais, c'est vraiment moi je dis ça, toi tu dis ça, toi tu dis ça. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Bon, on sait pas trop. Et puis il y a aussi cette espèce de sous-intrigue parallèle sur la vie d'Eqbal, Eqbal/pas Eqbal. Oui, sa famille. Sur la famille, que je trouve aussi. Enfin, qui du coup renforce un peu ce côté en tant que victime, comment on doit agir, est-ce que du coup la meilleure vengeance c'est de ne pas agir ou autre, mais qui aussi ramène à un truc, je trouve. Est-ce qu'on a besoin de ça en plus pour humaniser aussi Eqbal ? Potentiellement, alors qu'on a déjà ces cicatrices qui sont quand même un enjeu hyper fort dans le film. Et qui le place comme étant un mélange d'agent du mal et de victime aussi d'un système qui est plus fort que lui. Enfin bref. Oui. Un mot ? Clément n'a rien écouté du tout. Non, je note quand même un truc que je trouve assez intéressant sur un peu la constitution du collectif. Tu as un autre micro finalement. Oui, chien. Mon cas ne veut pas que tu parles mal du film, je crois. C'est ça, il adore. Il est fan de cinéma iranien. Oui, il adore. C'est que finalement, on pourrait découper un peu le film en 3 phases. La première, ce serait l'agglomération de ces personnages. La seconde, le débat. Et la troisième, la résolution et leur séparation. Et le film, met en scène assez distinctement les moments où il quitte... il sera accompagné de ses 50 meilleurs amis. L'émission sans Dalmatien, du coup. C'est ça. Les moments où les personnages quittent l'aventure un peu, quoi. Donc finalement, on se retrouve quasiment à face à face à la fin comme au début. Ce qui réplique un peu d'une certaine manière
la détention des personnages où chacun avait un peu sa vie parallèle, ils ont été maintenus dans un espace clos un peu comme ce van, tous ensemble un peu par hasard, et ensuite chacun regagnait leur vie. Et donc il y a un peu cette espèce de parallèle qui fait que, un peu comme ce que nous raconte le dernier plan de façon un peu grossièrement symbolique, que finalement ils n'ont jamais vraiment quitté la prison, ou ce truc-là les poursuit. Donc sur la construction, je trouve ça plutôt malin, mais effectivement en soi la partie centrale qui est la délibération, et qui est je trouve une idée séduisante, hein, voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, un cinéma de la délibération, c'est un enjeu tout à fait intéressant, mais là je trouve qu'il est parasité justement parce que le moment c'est ça, il est là, le moment où peut-être une tentative du film justement de faire plus fiction, de faire plus spectacle, qui est le doute sur l'identité en fait. Ce qui fait que d'une certaine manière la question morale pure, est-ce qu'on le tue ou pas, est-ce qu'on se venge ou pas, est un peu parasité par la question de l'interrogation, mais est-ce que c'est lui ou pas, etc. Ce qui fait que l'un et l'autre, je trouve, cohabitent assez mal dans cette idée d'utiliser le dispositif de mise en scène comme un moyen d'épure pour se recentrer sur une question vraiment morale, quoi. Mais cette question de morale, est-ce que t'as pas l'impression que c'est aussi un petit peu un prétexte ? C'est-à-dire que dès qu'ils la posent, on sait qu'ils vont être au-dessus de leur bourreau, parce que c'est le message que, de façon très louable, Panahi veut défendre. On se doute bien que le film va pas aller dans l'autre côté, de toute façon. Oui, mais donc ça fait un peu, on pose une question qui est pas en plus hyper intéressante pour justifier d'y répondre et d'avoir la bonne réponse. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui fait même très lisse et très peu subversif, alors qu'il a un potentiel pour l'être en plus. Et c'est aussi pour ça que je trouve que la deuxième intrigue avec la famille est encore pire à ce niveau-là, c'est que du coup on se doute très bien qu'ils vont agir. Enfin, genre, évidemment ils vont pas laisser une personne mourir. Enfin, c'est complètement absurde. Et du coup je trouve que c'est là où ça devient le film devient. Enfin, on passe de la parabole, c'est la para-hyperbole, quoi. C'est là vraiment. Tu prends très très cher, quoi. T'as l'impression. T'as presque envie de te faire rouler par-dessus par le van pour arrêter le massacre. C'est un peu le problème, tu vois. Les métaphores. Mais c'est dommage, parce que sur le même sujet, et pareil en tournage clandestin, Les Graines du Figuier Sauvage, je pense qu'on est. Aïe, vas-y, avance. Ce n'est pas que Les Graines du Figuier Sauvage est loin d'être. Non, sur un espace confiné. Là, il y avait de l'imprévu. Là, je savais pas où ça allait aller. J'avais l'impression que tout pouvait déraper à tout moment. Il y avait une mise en scène qui était pour moi beaucoup plus riche et surtout une ampleur, quoi. Je sentais que la mise en scène était à la hauteur du sujet. Et le film aussi. À mon avis, c'est deux films qui souffrent un peu de la même chose, mais qui est presque, indissociable, congénital de leur mode de production, quoi. C'est-à-dire l'incapacité de filmer directement le réel de la société iranienne. À mon avis, je pense pas que les deux films transcendent cette barrière, même si je trouve que dans Les Graines du Figuier, il y a une idée intéressante qui est l'utilisation des images extérieures, quoi. Oui, c'est ça, il y a un peu un truc de parasitage par l'argument de fiction, quoi. Où il y avait cette idée d'utiliser des images d'iPhone et tout, de Femmes, Vie, Liberté, pour faire entrer un peu, même si c'était hétérogène, du réel dans la fiction. Maintenant, dans le cas de Panahi, mais justement sur cette question-là, on en revient à ce que vous disiez sur les personnages et leur corps, mais je trouve ça dommage que précisément là où il y aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus incarné, le film n'aille pas plus loin, notamment dans cette idée que le premier réflexe de Vahid, c'est essayer de tuer, d'enterrer vivant ce type, qui est un réflexe viscéral et pas raisonné, justement. Et je trouve qu'il y a peu de moments dans le film où il y a vraiment un jeu un peu intéressant entre finalement la pulsion émotionnelle presque impossible à réfréner parce que le corps a été subi tant de sévices, etc. Et la question morale, on pourrait dire posée à plat, etc. Qui fait que là on a l'impression que tous les personnages finalement débattent un peu de bon cœur, quoi, à part celui qui est plus véhément mais qui est presque du coup trop limité à cette position-là. Qui rejoint finalement ça aussi, parce qu'il a quand même un propos mais qui est très téléguidé, quoi. C'est ça. Alors qu'il aurait pu avoir tout un tas de trucs intéressants, notamment dans le fait que ce personnage, j'oublie son prénom, qui est plus qui est plus énervé, on comprend a été plus ou moins en couple avec la photographe, et donc il pourrait y avoir une espèce de tissage entre d'un côté l'idée j'ai envie de jouer mon rôle dans cette délibération, mais en même temps je suis bloqué par un enjeu personnel qui est un ressentiment amoureux, etc. Et voilà, le film je trouve tresse pas trop cette porosité là, quoi, malheureusement. En fait c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est à la fois un film que je trouve, enfin je sais pas, les expressions un peu galvaudées, mais surscénarisé et en même temps pas assez à certains endroits, enfin en tout cas qui focalise sur des choses que je trouve pas forcément l'essentiel et qui derrière du coup délaissent d'autres. Et du coup c'est ce que tu disais sur ce côté un peu manque de, enfin par rapport à la scène sur la pulsion là, sur le début du film, et que derrière on retrouve pas ça, je trouve que c'est un peu le problème, c'est-à-dire que même l'autre sur le rapport au corps, je trouve ça très dommage que dans cette scène dans le désert qui est très très longue, franchement elle est
très longue cette scène dans le désert où il parle. Mais moi ça me dérange pas dans l'idée parce qu'encore une fois le dispositif peut être passionnant. Mais là, enfin, les gens ne bougent pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un truc corporel. Donc il y a quand même un mec qui est hors champ dans une cale, enfin dans une malle, dans un coffre de voiture. Bon, ça visiblement on s'en fout. Mais à côté de ça, surtout, il y a vraiment juste des personnages qui sont juste assis à parler, alors que précisément on nous a vendu un truc quand même sur leur rapport au corps, sur les dynamiques justement avant, entre justement cette liaison passée. Quand même, l'un des seuls arguments pour qu'on comprenne ça, c'est du coup le colérique qui dit t'es amoureuse de Vaïd ou je sais pas quoi. Alors, enfin, un truc de jalousie hyper mal placé et très lourd. Mais qui du coup ça va jamais plus loin que ça en plus. Il y a jamais un truc. Enfin, si à un moment il va la voir pour parler un petit peu, mais c'est tout. Le couple marié, bon. Ça se demandait s'ils vont se marier vraiment le lendemain d'ailleurs, mais ils ont pas l'air trop pressés par les contingences de leur vie, voilà, quoi. Dans les dynamiques qui sont censées être préexistantes au film, on les ressent pas vraiment. Donc Bonka veut débrancher les micros. Je sais que j'ai pas le droit de dire du mal du film, mais quand même. Bien. Non mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage que du coup, en fait, voilà, il est tellement axé sur la dimension, comment dire. Mais du coup, même pas vraiment politique, mais du coup, l'idée, on va dire, théorique politique. Ouais, lui, il appelle ça social. Il dit c'est pas un film politique, c'est un film social. Mais en fait, justement, il oublie que ce qu'il y a pour avoir du social, il faut de l'humain. Et l'humain. Et de l'instinctif. Et de l'instinctif. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, le fait que, oui, ce que tu disais, il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y a un seul mouvement qui soit pas calculé par une ligne de scénario, en fait. Et c'est quand même un problème dans un film qui, justement, est censé se baser. Parce que, ok, il y a le dilemme, c'est pas vrai que je parlais de dialectique au début. Je comprends qu'il y a le dilemme moral. Mais le dilemme moral, il faut qu'il ait une. Enfin, il se heurte aussi à des contingences physiques, à des contraintes en fait. D'où le fait que Vaïd soit un personnage passionnant. Le fait que lui veuille se venger, mais au moment où il met des coups de pelle là pour le foutre dans le trou, mais il a mal au dos en fait, donc il peut pas le faire non plus tout seul. Il y a aussi ça que ça raconte, je trouve. Le fait qu'il ait cherché de l'aide, c'est qu'à la fois il a le doute, mais en même temps c'est aussi que physiquement, il est handicapé par la violence qu'il a subie, donc il peut pas faire ça. Ce chemin, il peut pas le faire tout seul. Et ça, c'est une très très belle idée de cinéma en théorie. Et qui du coup, mais en fait se heurte qu'à ça parce qu'une fois qu'il a réuni ses Avengers de la vengeance là, ils sont tous là. C'est limite si un petit thé la team là avant de savoir si on tue Ekbal ou pas. Enfin c'est un peu. Oui, c'est très calme, ouais. Ça désamorce un peu l'enjeu du film. Mais pourquoi pas après? Ça fait pas un film de colérique non plus qu'on aurait pu craindre. Enfin, il aurait pu faire un film complètement à charge, Panahi, en disant voilà, allez vous faire foutre, on y revient. Ça se mais voilà, il aurait tout à fait le droit d'ailleurs. S'il veut, enfin, j'ai rien contre. Mais on sent qu'il veut pas rentrer là-dedans, mais du coup il va dans l'espèce d'exact opposé sans se dire qu'il y a un peut-être entre deux où bah oui, les êtres humains ont quand même des émotions autres que tout blanc, tout noir et enfin voilà. Bah typiquement, c'est vrai que le de la vengeance. C'est vrai que le corps du soi-disant Ekbal est en fait abstrait par cette idée de la malle dans la voiture en fait. Et c'est intéressant parce que c'est présent dans le film mais il en fait pas vraiment des scènes, c'est il faut qu'il aille aux toilettes, etc. quoi. Situation passionnante puisque du coup tu te retrouves à avoir les victimes qui sont obligées de venir en aide aux tortionnaires pour des choses que peut-être lui leur a refusé à l'époque. Ou en fait il y a tout un tressage qui passe précisément par un travail de l'incarnation quoi. Et donc c'est vrai qu'entre ces deux pôles, c'est-à-dire un film purement abstrait, presque théorique sur la question de la vengeance et l'envie qu'on sent quand même par le dispositif etc. d'attraper un peu du réel, du Téhéran d'aujourd'hui etc. Le film est un peu écartelé quoi à la fin. Ouais. Et pareil ça sur le truc du corps, le seul moment il y a cette scène là où on sent qu'il y a besoin de faire ce besoin mais c'est de laisser vraiment pour le coup c'est carrément enfin on le voit pas quoi, on le dit là encore une fois c'est problème, c'est dit par les personnages en fait, on ressent pas ce truc, il y a le truc de l'odeur et tout ça mais c'est tout. Et surtout il y a vraiment pour moi une scène qui est clé dans le film et je me suis dit à ce moment là ok là il va faire une piste qui peut être passionnante. C'est quand justement le colérique doit toucher la jambe pour savoir si c'est lui parce que lui il a connu il a eu le droit il a dû toucher la jambe à l'époque donc il connaît la texture et là je me suis dit là il y a une idée mais fascinante quand même du rapport, terrifiante du rapport au corps, c'est horrible enfin ce qu'on lui demande de faire pour ça et merci beaucoup monsieur Coutard, c'est un plaisir et salut Mathieu, merci pour tout. Jean-Luc de Wish vous salue. Merci beaucoup pour les anecdotes. Et et du coup je trouve qu'à ce moment-là on se dit mais là le film peut rentrer dans une dimension limite littéralement creuser les cicatrices quoi pour rentrer là-dedans dans la chair même de la violence et ça se résume justement le colérique pète un plomb et derrière on ne reviendra plus jamais sur cette idée que oui ce mec là a des cicatrices et que ça peut raconter quelque chose aussi et là il y a un truc intéressant c'est au début lui il dit j'ai une cicatrice est beaucoup trop récente pour que ce soit moi et on voit un truc de sang sur lui qui a l'air très frais c'est vrai et on sent savoir si du coup c'est peut-être à cause d'un coup qu'il a reçu là ou autre et pareil ça reviendra jamais ça pour questionner. Ce qui fait que du coup, c'est une vraie fausse question. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on le tue ou pas? C'est du prétexte et on. Ouais, et puis tout passe par l'oralité. Quoi. Voilà, c'est ça. Et vraiment, bon, autant devenir sourd, quoi.
Oh là là, il est d'une méchanceté vraiment. Non mais donc Palme d'Or catastrophique. peut-être pas Non, mais voilà. hyper mérité quoi. C'est- Palme d'Or, comment on peut dire, qui volontaire dans le message est louable sur le papier, mais Oui. Ce que dit Rose Chevalier, c'est ce que j'essaie de dire, mais je trouve que justement, moi, il l'esquisse ce truc-là, il l'embrasse pas assez, il le fait et ça passe par des phrases en fait. On nous le dit. On nous le dit en fait qu'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mais à aucun moment vraiment ça remonte vers quelque chose de vraiment incarné physiquement, sachant qu'on le laisse en hors-champ le type. Et Bah, oui, Palme d'Or de carrière, oui. Mais il y a ce moment, par exemple, où la future mariée raconte un truc qu'elle a subi, etc., ouais. horrible, qui est dans cette scène, pendant cette scène dans le désert. Et c'est vrai que évidemment, on s'attend pas à ce que le film nous montre les scènes de sévices, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mise en scène, on va dire, qui vient incarner ce truc-là, quoi. C'est une réplique de personnage, un peu. Et même vis-à-vis de son. Justement, il y a là où on pourrait se dire, justement, là, le mari qui, depuis le début du film, nous la ramène sa fraise pour rien, qui justement l'avait confronté à un truc qu'il sait pas, bah, il reste hébété Il comme écoute, ça, ouais. et il dit juste une phrase, je crois, et elle lui dit non, mais t'inquiète pas, je comptais t'en parler avant le mariage. Il devait se marier le lendemain quand même. Bon. non mais c'est monologue, chacun a son petit Et c'est monologue et, les vraiment- autres deviennent spectateurs et on écoute. Mais Le c'est problème, c'est ça. que tout le monde est un peu passif finalement. Et du coup, bah. Nous, eux, Ouais, ça, et on aurait envie presque de devenir acteur à ce moment-là et de leur dire bon, les cocos, là, faut y aller, quoi. Tout passe par l'oralité, mais vous reconnaissez aussi l'expression. Bah, moi, je n'irai pas jusque-là, mais. bah c'est très précis. Mais non, mais Oui, mais c'est ça un veut dire peu quoi, sous- c'est un- précis, quoi, aussi. En fait, disons que le film invente Et étouffé, aussi quoi, un aussi. espace de maîtrise d'une certaine manière, Oui. ce qui peut sembler paradoxal, mais je suis vraiment agressé. Mais il y a un truc un peu de sous-cloche, quoi, tu vois, où on sent une espèce de virtuosité, mais voilà, où tout est sous contrôle. Enfin, c'est plus une sorte d'épure que de virtuosité, tu vois. Oui, ça, oui, là, il y a une rigueur en tout cas qui se tient et mais ça je reconnais, mais ça suffit pas en fait de Qui faire un reste film plat, rigoureux ouais. et précis pour faire un bon film, dans le sens où justement, surtout sur un sujet aussi brûlant entre guillemets, enfin, et sur un film qui en plus, et du coup même lui le dit, qui se veut social et qui du coup veut raconter quelque chose quand même d'un moment clé, enfin, d'une situation, d'un contexte, etc. Bah justement, limite là, la précision devient trop étouffante par rapport à ça, et en fait il se laisse complètement aspirer par son dispositif, et c'est là où du coup bah on sait plus trop. Je vous tiens ma minute en renouvelant. Mais est-ce qu'il renouvelle tant que ça? Bah, Parce que justement, là, je moi, trouve j'ai un pas. peu eu la sensation que le film me perd un peu à force, quoi. Il y a une espèce de répétition un peu du même principe de mise en scène que je trouve est pas trop fluctue pas trop en fait du début à la fin du film, quoi. Mais Une qui est fois qu'on a un vraiment peu saisi imperturbable, quoi. dans quel espace, tu vois, le film se situe, j'ai pas l'impression qu'il se renouvelle tant que ça, quoi. Et là, il se passe vraiment dans une position presque trop metteur en scène, j'ai envie de dire, dans le sens. Pour le coup, il s'abstrait de son propre film, contrairement au film précédent, et du coup, il est vraiment dans une sorte de position de. Je sais pas ce que dire marionnettiste, ce serait méchant, Ouais, mais. Régis. Mais vraiment le régisseur, tout, vraiment le metteur en scène théâtral, il y a vraiment Ouais. ce truc de vraiment, Ouais, ouais. il contrôle tout. Il sait tout ce qui va se passer, il sait le point A, le point B, mais il le sait presque trop bien en fait, j'ai envie de dire. Enfin, moi je pense en tout cas. Moi, c'est ce qui m'empêche voilà, de rentrer dedans en fait. Oui, et puis ça parle d'hésitation, donc c'est vrai qu'une mise en scène précise à ce point-là. Oui, D'accident, d'hésitation, de hasard. au contraire, le fait que le cadre soit précis mais que les personnages soient fixes, du coup ça finit par faire une sorte de double dose en fait. Enfin, il y a un peu ce truc de surlignage presque par le refus en fait du mouvement. Et en fait justement ce qui est terrible, c'est que c'est un film qui du coup techniquement questionne même l'idée du mouvement en fait dans un pays qui justement est quand même très très arrêté à cause de ses problèmes politiques. Et du coup le fait que ma personne finalement, la question du mouvement est finalement réduite à cette idée du van qui est le véhicule évidemment. Oui. Une fois que le van est arrêté, derrière il n'y a plus rien pour contraster ça. C'est comme si voilà en fait les êtres humains étaient le van et le van, une fois qu'ils sortent de ça, ils redeviennent plus en fait les humains. Ils bougent plus, ils font que parler, quoi. Ouais, sans c'est agir. ça. Ça devient les pneus et le coffre quoi. Et là, on c'est peut un leur peu, donner le conseil que Schiffman donne à Godard. Tais-toi et fais. Exactement. Non mais c'est vrai. Fais et tais-toi. Je pense qu'on n'a pas parlé, mais Schiffman dans le film, super personnage. Mais ce qui est je trouve un peu paradoxal avec ce film et Les graines du figuier sauvage dont on parlait tout à l'heure, c'est que ces deux films qui, d'une certaine façon, jouent pas vraiment l'esthétique guérilla dans laquelle ils ont été tournés, puisqu'au contraire, ils vont inventer un lieu clos dans lequel retrouver une forme de maîtrise, quoi. Ce qui est, enfin, je dis lieu clos, c'est un peu métaphorique, puisque là, dans le Panaï, ça se passe dans la rue souvent, mais je trouve que
à dispositif un peu égal. Je sais pas, je voyais le plan où ils sont tous à l'extérieur du van quand la mariée et tout découvre la situation. C'est un peu un plan à la De Peretti où la caméra se tient à distance, enfin lui tient ça de Aussi à Ossienne, mais je veux dire où la caméra se tient à distance et va capter un peu dans la durée le mouvement des corps et tout. Sauf que De Peretti il l'utilise comme un terrain de friction en fait, pour essayer de capter quelque chose qui va se produire par l'emploi du temps long, etc. Or là, il y a très peu de moments d'interaction, d'imprévu en fait dans ce film, quoi. À part justement ce moment de la voiture filmée de haut où les passants aident à la pousser, qui est un des moments les plus intéressants du film là-dessus, quoi. Ouais, puis du coup aussi, tu parlais du temps long, et je trouve que c'est un peu le drame finalement du film, et non seulement de sa partie centrale, c'est qu'en fait, on pourrait imaginer un film qui justement jouerait de cette espèce de longueur avec cette très longue séquence, et pour créer une forme de malaise à cause du dilemme évoqué de ces potentielles frictions entre les personnages, où d'un coup en tant que spectateur, on se sentirait vraiment même nous questionner, ou en tout cas mis mal en fait par ce qui se passe, parce que ça pourrait en théorie nous mettre mal et aller sur une forme de transgression assez forte, mais du coup en fait le temps devient juste long littéralement, dans le sens où en fait c'est juste vu qu'on est soumis à quelque chose de l'ordre, je sais pas, oui, de l'écoute, mais très très passive en fait. Mais en tant que spectateur, on n'est même pas mis en position de spectateur actif, ce qui est quand même un drame, je trouve, dans un film qui devrait nous parler en fait, même en tant que spectateurs occidentaux qui sont pas forcément les plus documentés. Oui, qui devrait susciter des réactions. Et je trouve que du coup le film, en fait, voilà, ça fait presque, enfin c'est horrible, mais un peu presque leçon en tout cas, où voilà, je parlais de discours ou de démonstration. Et au final, ça, c'est comme s'il y avait un peu un côté tour de magie, mais dans lequel on n'a pas le droit de participer, et on voit pas vraiment l'illusion, parce que c'est un peu... le chat parle du motif du chien. Oui. Pas celui-là, mais c'est vrai que c'est adapté, parce qu'il y a plusieurs chiens dans le film. Mais qui revient un peu comme ça, et c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais... il y a un truc un peu balise symbolique aussi là-dedans, où le film s'ouvre sur un chien qui est écrasé par erreur par le tortionnaire supposé. Il y en a un qui revient au moment où la victime attrape le tortionnaire, et un autre chien qui revient à la fin quand le sort de ce personnage de Egbal va être scellé. Donc il y a un peu un truc aussi là... un peu, je sais pas, balise symbolique comme ça. On sent qu'il y a un peu une espèce de métaphore de voilà, est-ce que ils vont le mettre à mort ou pas, est-ce que voilà. Je trouve pas non plus T'inquiète pas, Wonka, on te fera pas de mal. C'est ça. Ce chien là, lui, ce chien là survivra à tout. Il va tous nous enterrer. Le mot de la fin.